5 hectares de chanvre indien et de cannabis démantelés et détruits par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 3 de Bafoussam. Le coup de filet a eu lieu à Bouda, précisément dans le village de Bachamt, dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun. On évoquera cette problématique dans cette édition de l'information sur la télévision du monde. Nous sommes le 23 juin 2021 et le 23 juin de chaque année, la communauté internationale se consacre précisément à une journée, celle consacrée aux veuves et au Cameroun. Il est davantage question d'éliminer la violence à l'égard des veuves, améliorer également leurs conditions de vie. Telle est d'ailleurs la thématique de cette édition. Nous y consacrerons 3 reportages dans le cadre de cette édition. Et puis, toujours dans le chapitre de l'actualité, 24 heures après la vaste opération lancée par un espace marchand, ces derniers ont du mal à revenir sur ces espaces libérés, mais pour combien de temps encore? La question sera également évoquée dans cette édition de l'information sur la télévision du monde. À l'international, coup de tonnerre, la justice ivoirienne vient de condamner Guillaume Guibaforé. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. L'édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Bienvenue. Tout de suite, nous l'ouvrons avec ce fait de société. 5 hectares de chanvre indien et de cannabis démantelés et détruits par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 3 de Bafoussam dans la localité de Bacham, au lieu dit sur le reportage. Nous sommes ici à Balégan, dans l'arrondissement de Bacham, département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun. Au milieu de ce champ de maïs se dresse fièrement plus de 5 hectares de culture de cannabis, encore appelé chanvre indien de Bafoussam. Dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité et le grand banditisme, y compris la lutte contre les stupéfiants, nous avons reçu des renseignements dignes de foi, faisant état de la découverte d'un grand champ de culture dans le département de Bamboutos, plus précisément dans l'arrondissement de Bacham, dans un village appelé Bamelu, où se trouve aujourd'hui un grand champ de culture de cannabis. Nous sommes donc descendus sur les lieux, sur l'institution de M. le délégué régional de la Sûreté nationale de l'Ouest. Et nous avons effectivement découvert ce grand champ de 5 hectares de cannabis. Il aurait fallu un peu plus de 2h30 de route aux forces du maintien de l'ordre pour atteindre ce haut lieu de culture de stupéfiants situé au lieu dit plaine de Bamelou. Et puis dans le sud-ouest, nous avons également Santa dans le nord-ouest. Quand nous voyons des pistes qui jonchent ce sang, nous avons l'impression que les sécessionneurs viennent se ravitailler. Nous voulons donc tuer le mal à la racine pour que ces assauts répétés de sécessionnistes puissent s'arrêter parce qu'ils viennent s'abreuver pour commettre des forfaits de part et d'autre. Si, aux trafiquants de drogue qui n'ont qu'à bien se tenir. Nous allons nettoyer ce village. Nous commençons d'abord à détruire ce champ. Nous allons le détruire afin de présenter le butin aux autorités et que nous allons passer village par village afin de nettoyer pour que la crise puisse arrêter de l'autre côté parce que c'est avec ces produits, ce commerce illicite que les sécessionnistes viennent s'abreuver pour pouvoir commettre les différents forfaits que vous voyez de part et d'autre. La tâche semble ardue pour ces hommes en tenue au vu des De bons points donc à mettre à l'actif des éléments de force de sécurité du Cameroun déployés dans la région de l'ouest du Cameroun qui viennent donc de démanteler et de détruire plus de 5 hectares de culture de chanvre indien ou de cannabis dans le département des Bamboutos. Nous mettons le cap en Konsamba, chef-lieu du département du Mongo dans la région littorale, une ville qui a un tout nouveau commissaire central, le commissaire principal Djoko
Penka Alex Valère a été installé à sa nouvelle charge par l'adjoint au délégué régional de la Sûreté nationale, assurer la continuité de l'œuvre entamée par son prédécesseur, à savoir le commissaire divisionnaire Djenk Loka du Chanel, désormais appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Telle est la principale recommandation assignée au nouveau venu. Jean Méledna, Château-Vallon-N. Poursuivre efficacement l'œuvre entamée par son prédécesseur, à savoir combattre énergiquement la délinquance juvénile et le phénomène de grand banditisme, la lutte acharnée contre le trafic et la consommation de la drogue, assurer la sécurité des biens et des personnes. Telles sont entre autres recommandations assignées au commissaire principal Njoko Penka Alex Valère, nouveau commissaire central par intérim de la ville de Nkonsamba. La lutte contre l'insécurité, la préservation des personnes et de leurs biens et surtout que la police de Nkonsamba soit une police exemplaire qui collabore avec les populations. Les cartes nationales d'identité. Notamment les cartes nationales d'identité qui étaient un poids lourd au niveau du central qui aujourd'hui c'est un secteur qui est décanté parce que tous les usagers qui arrivent au commissariat central sont servis et bien évidemment la rénovation même du commissariat central qui ne reflète plus va mener tous ces chantiers à bon port. Et c'est dans la stricte intimité militaire, le commissaire divisionnaire Diwago Albert a installé mardi 22 juin 2021 le nouveau patron de la police de la ville, chef du département du Mungo, dont les états de service parlent en sa faveur. Mais également, il y a le commissaire Njoko Alex qui vient d'arriver, qui est un homme de poigne, un homme de terrain. Est-ce que vous l'avez appris sur le terrain? Les échos qui nous parviennent sont plutôt bons. On espère que c'est quelqu'un qui va s'émisser dans la droite ligne de ce que le sortant est en train de faire. Au vu de sa jeunesse, il aura la force et les moyens nécessaires pour assumer cet héritage. On n'a pas encore vu à l'œuvre. Pour le moment, il n'a que 40 ans. Vous savez que l'autre vient de partir à la retraite. Donc ça veut dire qu'au-dessus de ses 40 ans, il a encore tout le jus nécessaire et les moyens nécessaires. Il y a le matériel de rationalisation, ça veut dire les véhicules de patrouille et que je crois que les populations peuvent faire confiance. Le commissaire principal, Njoko Penka Alex Valère, remplace à ce poste le commissaire divisionnaire Djenk Loka de Chanel, qui, en peu de temps, aura ratissé large dans la ville de Nkonsamba et aujourd'hui appelé à faire valoir ses droits à la retraite. En moins de 3 mois, le divisionnaire Djenk Loka de Chanel a fait beaucoup de choses dans la ville de Nkonsamba, notamment dans le secteur de la lutte contre l'insécurité. On a d'ailleurs en mémoire le dernier coup majeur qu'il a posé, c'était l'arrestation de ces malfrats venus de la ville de Douala qui ont braqué un opérateur de transfert d'argent et une station de service. Ce n'est pas une déception parce que c'est une retraite et la retraite ce n'est pas une sanction, elle est bien méritée. Il a fait un travail, une belle carrière, sans sanction, il faut le souligner. Le commissaire divisionnaire Djenk Loka de Chanel, il a démontré une fois de plus que la police doit être auprès des populations. On a connu des patrouilles diurnes et même nocturnes dans la ville de Nkonsamba. En 60 jours, il a démantelé plusieurs gangs de bandits de grands chemins, de groupuscules de fumeurs de cannabis, sans oublier ceux qui passent le temps à arnaquer les usagers au niveau du commissariat central de Nkonsamba. À 40 ans bien sonnés, ce maçon natif du village Bamengoum, dans le département de la Mifi, région de l'Ouest, sera jugé au pied du mur. Après Nkonsamba, rendons-nous à présent dans la région de la Damawa où 31 éléments de forces de défense de l'armée centrafricaine viennent d'ailleurs de trouver refuge à la légion de gendarmerie Kéréboka. Les précisions de Bakary Moussa. Ils sont 31 soldats
qui serait issu des rangs des forces armées centrafricaines, présenté ce jour au gouverneur de l'Adamawa à la Légion de gendarmerie de la dite région. Selon des sources concordantes, ces militaires auraient fui devant les attaques des rebelles avant d'être interceptés par l'armée camerounaise au niveau de la frontière. Après plusieurs tractations avec les autorités administratives et militaires de la région, ils ont reçu l'autorisation d'entrer sur le territoire camerounais. Désarmés, ils ont été conduits de la urgence des violences et le théâtre des conflits armés impliquant plusieurs groupes galopantes se sont réfugiés par le passé au Cameroun. Ces hommes en uniforme de l'armée qui ont reçu la compassion du patron de la région et qui semblent être épuisés. Capitale économique du Cameroun pour nous intéresser à une zone plutôt commerciale, la zone d'Aqua, 24 heures après le passage du maire de la ville, de Dr Roger Mbassandine et ses équipes, accompagnés du préfet du département du Vouri dans la zone encore appelée marché chinois. C'est sur le boulevard du 27 août à Douala. Les commerçants contraints de libérer les trottoirs transformés en espace marchand ont du mal à se défaire de cet espace. Charles Fils et Langé s'y s'est rendu. Suivons plutôt son reportage. Les habitudes ont décidément la peau dure pour les commerçants du marché chinois d'Aqua à Douala. 24 heures après la visite du maire de la ville qui a procédé à leur déguerpissement pour laisser le trottoir aux piétons, les commerçants de cet espace ont du mal à se détacher de ce lieu qu'ils ont transformé en marché mondial. Malgré la destruction de leur comptoir, ils auront trouvé pour certains la petite astuce pour écouler leurs marchandises. Actuellement, on ne peut que gérer avec la relation. Quelqu'un peut t'appeler au téléphone ou soit il était de passage et dit c'est toi qui cherches si après il n'a pas ton numéro. Et en ce moment, c'est cette période qu'on cherche vraiment l'argent de la rentrée. À leurs pleurs. Moi, je suis déjà un prisonnier en tout cas. J'ai prêté 5 millions à voir pour le business. On va couper la tout est bloqué maintenant. Regardez comment l'espace de l'eau c'est sec. Par rapport à nous, qui nous donne au moins peut-être une ligne. Pour l'heure, les espaces occupés auparavant par ces commerçants sont devenus des parkings au plaisir des usagers qu'il y a une époque cherchaient en vain un espace pour se garer. L'occasion faisant le larron, les mototaxis commencent peu à peu à faire de cet endroit des lieux de stationnement. L'opération de libération des trottoirs et de la chaussée entamée ce mardi entend se poursuivre dans les prochains jours à travers les autres artères de la capitale économique année. Et à cette occasion, les veuves sont à l'honneur. D'ailleurs, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a saisi l'occasion pour davantage interpeller l'agente féminine, les familles sur le respect des droits des veuves. Suivant cette réaction à l'issue de sa concertation, mieux. Dans le monde, vivent dans une pauvreté extrême, sur la maladie et à la discrimination juridique et sociale. Au Cameroun, la situation n'est guère reluisante. De leur propre famille et de la société en général, parmi ces violences, on peut citer sans être exhaustif l'expulsion des veuves du domicile conjugal, la destruction ou la rétention des documents administratifs à l'effet d'empêcher la veuve de toucher sa pension de conjoint. Sacré à la salle des fêtes d'Aqua, occasion également de militer en faveur des droits des femmes et notamment des veuves, bien plus de leur apporter mieux-être en termes d'apprentissage et d'activités génératrices de revenus. Reportage. Venu de l'arrondissement de Douala 5e, à l'initiative de la mairie de la ville de Douala, ces veuves, réunies en association, participent à une capacitation, mieux encore, à des journées portes ouvertes organisées à leur attention. Au bout de cette formation, nous pensons qu'elles seront suffisamment outillées pour se prendre en charge. Une action de la mairie de la ville qui rentre en droite ligne des objectifs de ces femmes devenues veuves depuis le décès de leur conjoint, à savoir
améliorer leur cadre et conditions de vie. Bien évidemment, utiliser ce qu'elles ont eu à faire au cours de ces formations pour se prendre en charge. Marginalisées dans la société et principalement dans les familles d'alliance et chassées parfois des domiciles conjugaux par les membres de la belle famille, les veuves ont saisi la balle au bond toute cette semaine pour exprimer leurs nombreuses frustrations. La situation de la veuve est ondoyante et diverse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez les veuves qui sont encore marginalisées, qui sont battues, qui sont chassées de leur famille de mariage et qui sont renvoyées dans leur famille. Et dans la même foulée, vous avez les veuves qui sont dynamiques, qui sont autonomes, qui savent se prendre en charge et qui savent se défendre. Mais beaucoup reste à faire. Jusqu'aujourd'hui, il y en a certains qui ne touchent même pas encore la pension de leur mari ou alors avoir accès aux biens que leurs maris ont laissés. Malgré cette situation plutôt précaire de la veuve, il s'est agi principalement de célébrer la veuve de Douala autour de la thématique de l'édition 2021, à savoir éliminer les violences faites aux veuves et améliorer les conditions de leur vie. Une thématique interpellative à plus d'un titre. La veuve était donc à l'honneur ce 23 juin 2021 à la faveur de la journée à elle consacrée à travers une thématique éliminer la violence à l'égard des veuves, améliorer leurs conditions de vie, un véritable slogan interpellateur qui davantage a été l'occasion d'appeler à une véritable mobilisation de la communauté nationale à l'égard des droits des femmes veuves. Le plaidoyer est désormais sur la table des autorités administratives communautaires pour l'humanisation, mieux l'abolition des veuvages. Reportage. Veuve depuis plusieurs années déjà, Maman Hélène Dogmo, originaire de Bafou, dans le département de la Ménois, et Maman Hélène Béatrice, originaire de Bouddha, dans les Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun, ont subi, à la mort de leurs époux respectifs, les rituels de veuvage, selon les us et coutumes ancestrales. Tu te couches par terre 8 jours. Le soir, avec les 19h dans la nuit, on t'amène à la rivière. Une propose qui a déjà été veuve, elle va vous conduire. Moi, j'étais avec ma propose. Elle nous a conduits. Je me suis lavé tout seul. Mais tout ce que tu as sur toi, tu enlèves. Tout le temps, tu manges dans un plat. Tu bois dans une bouteille. Et j'étais couché à même le sol. Il fallait que je me couche sur les feuilles de maïs qu'on met dans un sac ou sur 3 bambous. J'ai donc subi à mon niveau. Le 9e jour, ma famille est venue, on a préparé pour fêter la neuvaine. Quand mon mari est mort, j'ai fait 11 jours au sol. 11 jours. Quand j'ai fait 6 jours, on a mis le bambou à côté. On a fait le bambou. Chaque matin, on prenait on brûlait au feu. Le dernier jour maintenant, quand on devait me laver, on a pris le dernier avec le reste et brûlé au feu le matin. On m'a amené maintenant derrière, à côté de la porcherie, que c'est là-bas qu'on va me laver. On a fait la cendre qu'on fait, ça sort le sel gemme là. Oui, on a mis dans une calebasse neuve. On m'a mis nu là-bas. On a cassé la calebasse là sur ma tête. L'eau là est descendue sur moi. On a pris les habits neufs et me donné de porter. Tout ce que je me couchais sur ça. On a mis là où on m'a lavé et brûlé. Et on m'a dit que je contourne. Je contourne le feu là. Je contournais le feu là. Que si le feu là ne finit pas, il ne doit pas quitter là-bas. Et en pleurant, on m'a dit de pleurer. Que si mes larmes ne sortent pas, c'est qu'on ne doit pas quitter là-bas. Des rituels parfois déshonorants, jugés inacceptables par d'autres femmes qui, malgré leur précarité et leur solitude, du fait de la disparition de leurs conjoints, s'y sont opposés. Moi, je suis une veuve avertie, je suis désolée. Les rituels, je n'en ai pas fait. J'ai fait ce qu'on appelle le veuvage chrétien. Après le décès de mon mari, tout est fini le jour de son enterrement. À la faveur de la 11e édition de la journée internationale consacrée aux veuves, qui a mobilisé à la salle des fêtes d'Aqua à Douala, les veuves, mais aussi les autorités communautaires, un plaidoyer est lancé pour la protection des droits des veuves autour d'un colloque basé sur les droits successoraux. Ces rituels-là ne sont fondés nulle part.
Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de rapprocher des administrations compétentes pour pouvoir entrer en possession de tous les droits. Aujourd'hui, moi j'en appelle aux politiques de descendre sur le terrain, de descendre dans les chefferies et voir dans quelle mesure on peut sortir la veuve de la précarité. Sur ce plan, la démarche adoptée par le gouvernement de la République vise à garantir les droits des femmes en général et des veuves en particulier, tels que consacrés par le droit international, notamment le protocole additionnel de la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits de la femme, c'est-à-dire le protocole de Maputo, ratifié le 11 juillet 2003, qui met un point d'honneur sur le droit des veuves en son article 20. Ce 23 juin 2021, et d'une seule et même voix, les veuves de Douala et du Cameroun lancent de nouveau l'appel à l'humanisation des rites de veuvage, mieux encore à leur abolition pure et simple. Nous parlons toujours de la défense des droits, mais cette fois-ci à l'Assemblée nationale à faveur de cette session du mois de juin qui mobilise les parlementaires, notamment les députés. Quel est le rôle de la notion ou de la nation en matière de promotion et de protection des droits de l'homme? La question a été posée aux députés par les membres de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Amambris Ngomo et Elvis Goué ont participé à ces travaux. Voici le reportage. L'honneur qui m'est accordé. Financée par l'État, mais indépendante, elle fait office de pont entre la société civile et le gouvernement. Au Cameroun, elle est connue sous la dénomination des commissions des droits de l'homme du Cameroun. Nous avons organisé... S'adressant à l'Assemblée nationale, lors d'une rencontre d'échange consacrée aux relations entre la Commission des droits de l'homme et le Parlement, le professeur James Mwange Kobila a déclaré que si beaucoup de progrès avaient été faits dans l'élaboration des lois et des normes relatives aux droits de l'homme, l'un des obstacles majeurs à la pleine réalisation des droits de l'homme demeure leur mise en pratique au Cameroun. Si on ne le fait pas avec efficacité, c'est-à-dire si on ne protège pas les droits de l'homme en parvenant à des résultats mesurables, nous livrerons le pays à l'appétit des forces destructrices de tous les réseaux et de tous les pouvoirs qui manipulent les droits de l'homme à des fins qui n'ont rien à voir avec cette noble cause. Outre la création de cadres juridiques et le contrôle de leur conformité avec les normes relatives aux droits de l'homme, les députés de la nation ont une autre obligation qui est de faciliter le travail de la Commission des droits de l'homme. Pour une meilleure sensibilisation des élus à cet égard, nous plaidons pour que les députés soutiennent les campagnes de promotion des droits de l'homme à travers le pays. Nous plaidons pour la mise en place d'un cadre de principe pour débattre des activités de la Commission des droits de l'homme au sein de l'Assemblée nationale. Le but de cette rencontre était de faciliter les discussions au niveau national sur un cadre de coopération entre l'Assemblée nationale et la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Le président de cette institution a noté que l'indépendance de la Commission des droits de l'homme n'est pas un privilège établi pour le confort de quelqu'un, mais une exigence et une nécessité pour garantir que la protection des droits de l'homme ne dépende pas de l'actualité politique. À cet égard, le Parlement et l'Institution nationale des droits de l'homme ont un rôle crucial à jouer. Nous avons appris beaucoup d'informations, l'accès à l'éducation dont le président a parlé, à un logement décent, à la santé, à une justice équitable, à tous les aspects des droits de l'homme pourraient être améliorés s'il y a une bonne collaboration entre l'institution camerounaise de promotion des droits de l'homme et l'Assemblée nationale. Une belle leçon sur les principes de Belgrade qui définissent les relations entre les deux institutions en vue de renforcer et de mieux définir la coopération effective stipulée dans les principes de Paris. Honorables députés, mesdames et messieurs, faire respecter les droits de tous est notre devoir. Et
puis nous restons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour parler du renforcement du plateau technique des formations sanitaires à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Le challenge est celui du gouvernement de la République. D'ailleurs, l'hôpital central de Yaoundé vient d'être doté d'un scanner dernière génération. La cérémonie d'inauguration a eu cours dans l'enceinte de cette formation sanitaire en présence du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, mais également du représentant résident au Cameroun du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, Elvis Singwe, Jean-Oscar Libok et Mohamed Essoumbadou. C'est un scanner de haute fracture de dernière génération que le ministre de la Santé publique vient d'inaugurer la mise en service à l'hôpital central de Yaoundé. Il s'agit là d'un équipement médical de haute performance qui va permettre l'amélioration de la qualité de l'offre des soins destinés aux patients, car le nouveau scanner est capable de réaliser 128 coupes en une fraction de seconde, contrairement à l'ancien acquis en 2005. Ce qui permet au chef de service radiologie et imagerie de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Ongolo Zogo, de dire sa joie et le changement sur le plan de l'offre de service de qualité en un temps bien réduit. Le principal avantage de cet appareil, c'est qu'il va nous permettre de faire plus rapidement un certain nombre d'examens, mais également de pouvoir examiner des parties du corps que nous ne pouvions pas faire avant, à l'instar de faire l'image des vaisseaux du cœur ou des vaisseaux qui vont vers les jambes sans qu'on ne soit obligé de rentrer dans les artères. Donc nous gagnons en termes de capacité, en termes de rapidité, mais aussi en termes de type d'examen que nous devions faire. L'autre avantage est que l'hôpital recevant beaucoup d'urgences, nous pourrons donc faire plus rapidement ces examens. En sa qualité d'agence d'exécution du processus d'acquisition de l'équipement, le PNUD dont le représentant résident Jean-Luc Stallone décline ici tout son satisfecit. Ceci fait partie de l'appui que nous apportons au gouvernement du Cameroun dans le cadre de la réponse à la pandémie, à la Covid-19 et surtout au renforcement du système de santé. Nous sommes heureux que ce scanner ait pu être livré dans des délais très courts. Il s'agit d'un scanner de grande qualité, comme vient de le préciser le professeur, mais également qui dispose d'un système de garantie de 2 ans. Tout ça pour faire en sorte qu'il y ait une pérennité dans l'appui que nous apportons au ministère de la Santé. Nous sommes très contents de pouvoir appuyer l'hôpital central. L'hôpital central, c'est un hôpital très important qui reçoit environ 200 000 malades par an, plus de 48 000 urgences par an. Le patron du département ministériel de la santé publique au Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, fonde plein d'espoir sur l'offre de la qualité du service d'imagerie dans cette formation sanitaire. Le président de la République, à travers cette démarche, voudrait renforcer définitivement le système de santé. L'objectif ici, c'est que l'hôpital central doit reprendre sa place. Et vous savez quelle est la place de l'hôpital central dans notre équité, dans notre système de santé. Et donc nous pensons qu'il est temps de retenir cette place-là. Et cette place doit s'accompagner aussi, n'est-ce pas, de cette humanisation de soins, de cette qualité de soins, parce qu'il faudrait qu'en même temps, nous engageons vers une mutation en termes d'équipement. Il faut qu'en termes de comportement, en termes d'accueil aussi, que cela soit accessible. Il faut dire que, outre cet équipement acquis, la salle principale qui porte le scanner est flambant neuf, des cabines aménagées et dotées d'équipements complémentaires, plus 2 espaces d'attente rénovés et réservés aux patients. Et en sport, nous nous intéressons à présent à la Coupe d'Afrique des Nations senior dames de handball. Les lampions se sont éteints sur cette 24e édition de cette compétition avec bien évidemment le sacre de l'Angola face au Cameroun. L'Angola est première championne d'Afrique, le Cameroun vice-champion et la Tunisie
est classé 3e dans ce classement. Une compétition plaisante, non seulement sur le plan sportif, mais également sur le plan organisationnel. C'est l'avis de tous les acteurs du handball africain. La Coupe d'Afrique des Nations seniors dames de handball a un nom, celui de l'Angola. Les Palancas Negras ont remporté la 24e édition au Cameroun grâce à leur victoire en finale 25-15 sur les Lions indomptables. Une victoire qui permet aux Angolaises de creuser l'écart dans l'histoire avec 14 sacres continentaux désormais. Le Cameroun, battu en finale, décroche la médaille d'argent et prendra part au mondial en compagnie de la Tunisie, médaillée de bronze. Sur le plan individuel, l'Angolaise Isabelle Guialo termine MVP du tournoi. Elle est accompagnée dans l'équipe type de la compétition de 2 autres compatriotes dont Paolo Elena et Albertine Kassoma, respectivement meilleur ailière gauche et meilleur pivot. Du reste, la Tunisienne Fadia Omrani termine meilleure gardienne de but, la Sénégalaise Raïssa Dapina, meilleure ailière droite, la Camerounaise Karishma Eko Kaltoum, meilleure arrière droite, et la Tunisienne Sondes Kerkeni, meilleure demi-centre. Mention honorable au public de Yaoundé, qui a permis au Cameroun d'organiser l'une des plus belles cannes de handball du continent. Après la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football en 2016, le Championnat d'Afrique des Nations en janvier dernier qui ont été tous des succès, le Cameroun confirme sa maîtrise des événements d'envergure et son hospitalité légendaire. Un préambule alléchant qui plante le décor en espère d'une CAN 2021 exceptionnelle au pays de Roger Mila. À l'international, nous parlons de la Côte d'Ivoire, coup de tonnerre, quelques jours après le retour en terre ivoirienne de l'ancien président Laurent Gbagbo, son ex-ami par ailleurs devenu opposant politique Guillaume Guy Bafori Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, vient d'être condamné par la justice ivoirienne. C'est ici, au palais de justice d'Abidjan, qu'a eu lieu le procès. Et une semaine après la fin des audiences, le verdict est tombé. Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, est condamné à la prison à vie. Il était accusé d'avoir tenté de renverser le pouvoir fin 2019 en prévision de son retour en Côte d'Ivoire. Retour finalement avorté. Avec cette peine, la cour d'assises suit les recommandations du parquet. C'est également ce que souhaitait l'actuel président Alassane Ouattara. Pour lui, ce sera la prison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il mérite la prison à perpétuité pour ce qu'il a fait. Pourtant, les deux hommes étaient par avant des alliés. Dans les années 2000, Guillaume Soro est le chef de la rébellion qui contrôle la moitié nord du pays et aide Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011. En guise de remerciement, ce dernier le nomme Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Mais peu à peu, les deux hommes se brouillent, notamment à cause des ambitions présidentielles de Guillaume Soro, confirmées quelques mois plus tard à Paris. Si j'ai choisi de vous convier aujourd'hui à ce déjeuner de presse, c'est avant tout pour vous dire que je suis candidat à l'élection présidentielle dans mon pays, la Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020. Actuellement, Guillaume Soro vit toujours en exil à l'étranger, tout comme 3 autres des prévenus. Au total, 20 personnes étaient jugées. Plusieurs de ses proches ont également écopé de prison ferme. Ensemble, ils devront aussi payer à l'État ivoirien une amende d'1 milliard de francs CFA, soit 1,5 million d'euros. Madame, c'est avec ce reportage sur la Côte d'Ivoire et cette condamnation à vie de Guillaume Guy Bafori Soro pour les faits commis dans la crise post-électorale en 2010 que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.